Aujourd'hui, Israël se sent trahi par un ami. Il ne lit pas ça comme vous vous appelez à un moment donné. Oui, non, mais c'est pas là, c'est pas les Lipasa qui a décidé, c'est l'institution. C'est pas les Lipasa. Oui, c'est le Lipasa qui a signé. Oui, mais c'est une institution. Le problème, c'est qu'il faudrait que l'on comprenne ça aussi. Mm. Et je suis convaincu que, au-delà de la tumulte, au-delà de tout ce que les gens disent, au fond de lui, il sait. Il sait ce que moi et lui savons. Donc, vous ne vous êtes plus appelé depuis lors. Il aurait aimé être invité, question de fournir ses moyens de défense. Aussi, parce qu'il dit qu'il n'a pas être invité avant. C'est pas possible. Avant. Parce qu'après, il a refusé de venir maintenant. Non, être invité avant, ça n'existe pas. Être invité avant, c'est une violation des textes. Je ne peux pas faire ça. Et nous apprenons que vous serez passé par d'autres personnes pour les convaincre finalement à venir fournir ces moyens de défense afin que la mesure soit levée. Non, pas du tout. Ça jamais. Ça, c'est jamais arrivé. Il nous suit. C'est jamais arrivé. On ne négocie pas les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Non. À un moment donné, vous êtes-vous rendu compte que vous êtes trompé ou vous pensez que si c'était à refaire, vous le referez? Comment la Dans le cas Israël? Non, mais tout le monde. En fait, il ne faut pas personnaliser les cas. Même vous, avec qui on discute maintenant, si vous commettez une infraction ou si vous commettez une faute, je vous inviterai. J'ai déjà été invité là Oui, chez bien sûr. vous. Vous êtes venu? Oui. Mais alors, dire aujourd'hui que l'on a corrompu Bossembe pour 15 000 $, même pour l'argent, tout simplement même 1 million de dollars, c'est totalement inimaginable. Alors dans la logique, comme les gens disent... On a libéré vos frais de fonctionnement, vos arriérés. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on a libéré le frais de 500 personnes pour se payer la tête d'une personne. Qui dérange? Où est la logique? Une personne qui dérange? Il n'y a aucune logique. Cette personne dérange qui? Voyez-vous? Donc le problème, c'est qu'il faut qu'on aille au-delà de cela. Cher Kaïmé, le problème, notre pays a besoin de l'ordre et de la discipline. Nous devons aller dans ça. Il faut mettre de l'ordre et de la discipline dans ce que nous faisons. Comme je vous ai dit, les plateaux de télévision ne devraient pas être de tribunaux ou des cours et tribunaux. Ce n'est pas aux journalistes de dire que tel est voleur. Il n'appartient pas aux journalistes de le dire. Ce n'est pas aux journalistes de dire que la femme de quelqu'un est fidèle ou pas. Ce n'est pas aux journalistes de dire que tel a vieilli ou pas. Ce n'est pas le rôle d'un journaliste. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. Il est adulé autant qu'il essuie constamment des pics, des critiques qui sont parfois très acerbes. Ce qui étonne dans son cas, c'est que parmi ses détracteurs les plus féroces, certains se recrutent dans la bergerie. C'est pour la plupart d'anciens potes, des compagnons de lutte ou encore des frères d'armes. Que passe ça? S'interroge-t-on ici? Problème d'intérêt?
Certains disent qu'il a trahi le combat. Il a déçu les espoirs. Ce soir, on revient sur le parcours et le jeu d'un avocat qui a plutôt souhaité faire carrière dans le journalisme. Un jeune né à Goma qui a fait ses études à l'université de Kinshasa et qui a fait ses pas professionnels en Bandaka. Il est fier de dire qu'il est le plus jeune chef de corps à la tête d'une structure, d'une institution d'appel à la démocratie qui régule les médias chez nous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons ce lundi Christian Bossembe, le président du CESAC. Bienvenue, monsieur le président. Merci beaucoup, cher frère Jean-Pierre. C'est un grand plaisir. Quand vous m'avez convié à cette émission, je n'ai pas hésité un seul instant parce que je connais la capacité de bien conduire une émission que vous avez et Merci. vous faites preuve d'une responsabilité et surtout d'un professionnalisme, à mon avis, exemplaire. Donc voilà, je n'ai pas trouvé d'inconvénient et je suis là avec un plaisir énorme. C'est un honneur que vous nous faites, même si certains pensaient que vous ne viendrez pas. Ben, c'est vrai, on est dans un monde où les gens pensent à la place des autres. Et c'est un monde de préjugés, un monde de... Voilà, donc c'est comme ça. Mais après, moi, je suis de ceux qui pensent que les relations sont plus importantes que les fonctions et même les postes. Parce que après, les fonctions sont comme des vêtements que l'on met et que l'on peut enlever à tout moment. Et ce qui reste de plus important pour un homme ou un homme, c'est sa capacité de tisser des relations. Et moi, je pense que vous faites partie de ceux-là avec qui on a commencé la profession. On a évolué pendant à peu près 5 ans ou 6 ans. 5 ou 6 ans, oui, à la RTGA. Ensemble d'ailleurs. Donc, je trouve que c'est important. Donc, voilà pourquoi je pense que les clivages, sinon les positions, ne peuvent pas nous séparer, pas du tout. Ah oui, toujours savoir tisser les ponts par-dessus nos bien sûr, différences. bien sûr. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Naturellement, très à l'aise. Je ne me plains pas, comme j'ai toujours dit. Je voudrais avant toute chose que vous commenciez par regarder la caméra. Faites votre profession des fois. Ouais. Dites-nous ce en quoi vous croyez le plus. Et si vous êtes prêt à répondre à toutes nos questions sans embâche et à nous dire que la vérité, on n'est pas au prétoire. Vous allez vous soumettre quand même à l'exercice. Je crois en la liberté. Je crois que les hommes peuvent changer. Je crois que l'amour est plus grand que tout. Je crois aussi que les actes valent mieux que les paroles. Et je pense que la vérité, c'est le maître mot et qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la vérité et s'en sortir. Et je pense aussi que celui qui se justifie d'une rumeur contribue à sa propagation. Vous croyez en la liberté, monsieur le président. Quand on résume les principales missions du CESAC, c'est notamment garantir et protéger la liberté de presse. Oui. Permettre l'accès à tout le monde aux médias publics, veiller au respect de la déontologie. Aujourd'hui, laquelle de ces 3 missions rencontre des difficultés dans son exécution au niveau du CESAC? Alors, la liberté d'expression d'abord est une valeur fondamentale et même cruciale. C'est d'elle que naît la liberté de la presse. Et la liberté de la presse ne peut marcher que lorsque la responsabilité de la presse est en avant. Ça veut dire que la responsabilité engendre la liberté. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. La notion de la liberté est un idéal. On ne l'atteint pas, mais on le poursuit. Mais c'est quoi une liberté sans responsabilité? C'est ainsi que nous disons qu'au CESAC, par exemple, nous veillons à ce que la responsabilité soit la norme et que la liberté soit finalement la suite logique. Donc pour nous nous basons sur ce principe-là. Nous voulons que les gens soient libres, mais aussi responsables. Parce que liberté sans responsabilité, c'est de l'anarchie. On dit que vous êtes devenu on ne vous-même peut le pas fossoyeur de la liberté, le broyeur de la liberté de presse. Vous savez, le roulage n'est toujours pas bien perçu quand il régule la circulation. Le chat n'est toujours pas bien perçu devant les souris. C'est comme ça. Celui qui vient avec de l'ordre et de la discipline dans une société désorganisée et désordonnée, il est perçu comme un marginal. Mais à la fin, on finit par lui donner raison. Parce qu'on ne peut pas développer un État dans le désordre et surtout pas dans l'indiscipline. Il est inadmissible
que les plateaux de télévision se transforment en tribunaux et en cours. Il est inadmissible que les journalistes deviennent eux-mêmes des juges et des procureurs. Vous n'avez pas fait ça vous-même dans un passé récent? Je ne suis pas le symbole on va dire, ce n'est pas moi qui fixe la règle de la Parce que chose. ceux qui s'en prennent à vous vous opposent toujours votre propre passé. Les journalistes critiquent et donneurs de leçons. Oui, j'ai critiqué, effectivement. J'ai critiqué. La preuve, j'ai fait 16 ans de profession de journaliste. Je n'ai jamais été interpellé au parquet. Jamais. Il n'y a aucune plainte contre moi. 16 ans. Mais vous avez été particulièrement dur. Oui, j'ai toujours été dur. Et s'il fallait refaire mon travail, je serais peut-être plus dur. Mais je veux rester dans le principe de la responsabilité. Je peux ne pas être d'accord avec vous, mais je sais placer les mots. Je sais vous détacher, vous, la personne de KMB, et l'exercice de vos fonctions. Je sais faire la part des choses. Je peux critiquer vos fonctions, mais vous, la personne, j'aurai toujours du respect. Et moi, on m'a toujours reproché, d'ailleurs, quand j'étais journaliste, on me disait, mais pourquoi vous dites monsieur? Ce sont des voleurs, il ne faut pas dire monsieur. Je dis non, ce n'est pas à moi de déterminer qui sont voleurs, c'est aux juges de déterminer qui sont voleurs. Bon, peut-être c'est par rapport à ma formation. Je sais ce que c'est le poids de mots, peut-être, je le sais, parce que je suis juriste à la base. Donc, j'ai été comme ça pendant 16 ans. La première fois où la plainte que j'ai eue, la première fois, c'était la plainte de l'UNPC. Je suis allé me présenter à cela parce que j'ai un respect profond pour les institutions. Je suis allé répondre à l'invitation et ils ont vu qu'il n'y avait absolument rien contre moi. La seule fois, jamais été condamné. Donc, je n'ai jamais fait l'objet d'une quelconque accusation formelle. Mais j'ai été dur, c'est vrai, par rapport à un régime, par rapport à un état des faits. Et moi, je ne reproche pas à ceux qui sont durs aujourd'hui. Je connais des gens qui sont extrêmement durs. Vous n'essayez pas de les museler? Pas du tout. D'une certaine façon. La preuve, aucun journaliste, aucun invité, aucune personne n'a été jugé chez nous, attaqué chez nous, tout simplement parce qu'il a posé il a été dur. Non. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a un dérapage avéré, alors en ce moment-là, on réagit. Parce qu'il n'est pas question quand même de laisser les dérapages prendre les dessus. Donc, quand vous amenez des propos malveillants ou un contenu trompeur, ou quand vous amenez vous faites de la télévision, finalement, un cirque des insultes ou des attaques personnelles, en ce moment-là, on réagit et on réagit proportionnellement à l'erreur qui a été Parfois, on a comme commise. l'impression que vous réagissez selon des tendances, selon que ceux qui ont débuté ces propos se recrutent dans un camp ou dans un autre. L'on voit, ici ou ailleurs, des journalistes qui se montrent particulièrement virulents. Si ils sont proches du pouvoir, on a souvent comme l'impression qu'ils sont exonérés. Qu'ils ont le temps de tout dire, tout se permettre. Heureusement que c'est une impression, mais qui n'est pas vraie. C'est pourquoi il faut enlever un peu le voile il faut enlever cette image que vous avez de la situation, mais ce n'est pas le cas. C'est juste une impression. Quand nous sanctionnons des journalistes ou des intervenants, nous ne le faisons pas en fonction de leur appartenance politique ou religieuse. Nous le faisons en fonction des propos débités ou des propos balancés. Rien à voir avec le fait que ce soit telle personne ou telle autre personne. La preuve, c'est que quand je rencontre ces genres de discussions, je pose toujours la question, donnez-moi un seul exemple de quelqu'un que l'on a sanctionné parce qu'il était d'un autre bord. Et vous allez vous rendre compte que si je vous donne les faits, vous comprendrez que ces faits-là n'ont rien à voir avec le bord. Ces faits-là sont tout à fait délictuels et ça a demandé une sanction et on l'a fait. Président, vos services de monitoring prennent-ils le temps de suivre Eliezer Tambwe? Vous le classez dans quelle catégorie? Journaliste, politicien, journaliste ou les deux à la fois? Quand il est sur Internet, il est créateur de contenu. Et quand il est à la télévision, TNT, tout ça, c'est à l'UNPC de décider. Parce que nous, tout ce que nous connaissons, ce que nous regardons, comment les gens créent leur contenu. Parce qu'aujourd'hui, la notion même du journalisme a évolué beaucoup plus. On a des créateurs de contenu maintenant et des journalistes, bien évidemment. Alors, mais le CESAC s'étend également dans vos prérogatives. La loi de 2011 parle également des médias en ligne. Oui, justement. C'est pourquoi nous disons que quand les contenus sont des contenus malveillants, des contenus dangereux, nous réagissons le plus urgemment que possible. Et ce qui se fait, c'est que vous allez comprendre que
le temps pour nous, quand on s'est saisi d'un dossier, quand il n'est pas en flagrance, le temps de la lecture d'un dossier, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre 7 jours, ça peut prendre 8 jours, ça peut prendre 10 jours. Donc, le cas d'Eliezer, oui. Pasteur Dilit ou encore Joël Kitenge, les suivez-vous ces trois-là? Si, mais Joël Kitenge a été sanctionné. Il a été interpellé plusieurs fois. Il a été sanctionné aussi de la même manière. Le but du CESAC, ce n'est pas de fouetter. Nous ne sommes pas un père fouettard. Oui. Généralement, nous fouettons que lorsque nous rencontrons une résistance ou un manque de respect profond. C'est lorsque nous vous invitons et que vous ne venez pas, c'est en ce moment-là que nous sanctionnons. Mais si nous vous invitons, vous venez, vous nous expliquez, nous réalisons effectivement que c'est dans le cadre de la liberté de l'expression, parfois on laisse passer certaines choses. Et généralement, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Les journalistes qu'on a toujours invités et qui sont toujours venus, généralement ils sont les moins sanctionnés. Mais nous sanctionnons souvent ceux qui veulent nous donner des leçons, ceux qui veulent nous faire comprendre qu'eux, ils connaissent mieux le travail que nous, alors qu'ils n'ont pas lu la loi, ils n'ont pas lu le règlement, ils connaissent absolument rien de ce qu'on fait, et ils veulent nous donner des leçons. Là, on les fait parce qu'ils ont tort, parce qu'on veut les prouver que oui, c'est nous qui avons le pouvoir. Généralement, une institution réagit par deux mécanismes le plus reconnus. Pour corriger l'impétrant, ou pour dissuader les autres à ne pas prendre user de ce comportement que l'on considère antisocial. Ce n'est pas concevable qu'une institution vous invite et que vous refusez de venir. Ce n'est pas concevable. Et là, Peter Tiani est donc le cobaye. Comment ça, le cobaye? Vous l'avez invité, il ne s'est pas pointé, il a été sanctionné et son média a plusieurs fois été visé par vos sanctions. Le principe est là, cher KMB, le principe est là. Si vous ne refusez, si vous ne venez pas, qu'est-ce qu'on fait? Si vous ne venez pas, on fait comment? Si je vous invite parce que je dois vous entendre, ça veut dire que je professe, moi, la reconnaissance de vos libertés, de vos droits fondamentaux qui sont les droits de défense. Donc nous vous invitons afin que vous puissiez venir nous dire pourquoi vous vous êtes comporté de cette façon. Il arrive que quelqu'un vienne vous dire non, chère institution, vous vous êtes trompé de la lecture de mes propos. Ce n'était pas dans ces contextes-là. Et très souvent, dans la plupart des cas, les journalistes ont raison. Dans la plupart des cas, quand ils viennent se défendre, ils ont raison. On se dit, mais écoutez, on est là pour protéger. Mais on dit, en ce moment-là, il s'ensuit une séance de ce qu'on appelle une séance pédagogique. On dit aux journalistes, ben écoutez, voilà, nous, on a compris, mais les autres ne comprendront pas ça comme ça. À la prochaine, essayez de faire ceci, essayez de faire cela. Et ça se règle généralement comme ça. Mais lorsque vous ne venez pas, vous voulez faire le malin et vous ne venez pas, et au-delà du fait que vous ne venez pas, vous commencez à donner des leçons ou à boycotter l'institution, eh bien, vous savez tous que l'institution l'emportera toujours. Pour Peter, une certaine opinion pense que c'est devenu une affaire personnelle entre lui et vous. Parce qu'on chercherait quoi? On n'a jamais eu de problème dans le passé. On n'a jamais eu de problème dans le passé. Vous pouvez lui poser des questions, il vous le dira. On n'a jamais eu de problème personnel. Et il le sait. Est-ce que vous parlez toujours? Ça fait quand même longtemps. Hein, mais après, je crois qu'il est très occupé aussi. Certainement, il est dans le désavion de temps en temps. Mais je n'ai aucun problème. C'est aucun problème. Quand on a des choses à se dire, on se le dit. Je n'ai aucun problème, vous allez lui poser la question, on vous le dira. Et je peux vous assurer, cher KMB, je n'ai de problème avec aucun journaliste. Tous ceux qui m'attaquent le plus souvent, ils m'attaquent par appartenance à. Mais jamais parce qu'on a eu un problème personnel, ça n'arrivera jamais. Et vous me connaissez, ça fait par appartenance à quoi? À une idéologie, à une cause. C'est tout à fait normal, personne ne va vous interdire cela. Ça peut arriver. Mais jamais des problèmes personnels. Je suis, de tous les chefs des institutions, le plus attaqué dans le média, le plus insulté, le plus combattu, si on peut le dire comme ça. Peut-être le terme est fort, combattu, mais attaqué quand même. Mais je n'ai jamais réagi, jamais. Pourtant, je vois les rapports. Je vois les rapports, c'est parfois des propos qui sont très graves. Parfois des propos qui ont été dits chez vous, ici, sur votre plateau. Mais j'ai jamais réagi. Oui, il est arrivé que certaines personnes s'en prennent à vous ici. On comprend que vous êtes chef des corps et il est normal que vous soyez critiqué. Je ne réagis pas du tout. Moi, je ne réagis pas. Mais est-ce que ça vous choque? Non, pas du tout. En fait, ce qui me choque, c'est pourquoi. Je me pose toujours la question, pourquoi ils ne prennent pas le temps de m'appeler pour en savoir un peu plus? Ça aurait été mieux d'ailleurs. Mais comment on accepte de partir directement à l'affront? Est-ce que ces gens, je me pose toujours la question, est-ce que ces gens oublient qu'il y a une autre vie en dehors de ce qu'on fait maintenant? Parce que je me dis toujours la question, je me pose toujours une question. Avant d'allumer, en fait pas allumer, mais voilà, avant d'allumer une forêt, comme on dit, il faut se poser la question si on y est ou on est en dehors de cela. Et donc c'est un peu ça. Je me pose beaucoup de questions, mais après, bon,
C'est sans rancune, sans rancœur. Je n'ai pas de place pour Et haïr. parfois, vous vous dites, ben, je vous aurai au tournant. Jamais. Par contre, moi, quand j'ai pris, dans mon moment de prière, je demande toujours à Dieu de me faire oublier le mal qu'on m'ait fait pour que je ne use pas de mon pouvoir. Et parfois, je dis à Dieu, rends ma main lourde pour prendre une décision contre mes agresseurs. Je ne voudrais pas faire ça. Oui, parce que ce qui fait mal ici, ce sont les critiques, ou plutôt les gens qui vous critiquent. Parce que pour la plupart, c'est des gens que vous connaissez. Vous avez été ensemble dans la lutte. J'ai dit au début de l'émission que c'est des frères d'armes, des compagnons de lutte. Non, moi, en fait, le problème, moi, ça ne me gêne pas du tout que les gens m'attaquent. Quand je regarde... Ça fait toujours mal, quelque part, monsieur le président. Oui, ceux qui m'attaquent et qui ne me connaissent pas, je comprends. Parce qu'au Congo, on peut te faire haïr quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais rencontré. Ça arrive. Et nous avons cette spécialité-là. Les Congolais, ils ont atteint un niveau de recruter des gens pour haïr les autres. Ils sont forts dans ça. Et malheureusement, ceux qui ne connaissent pas haïssent les gens sans les connaître. Et moi, j'ai la chance. C'est que ceux qui me haïssent sans me connaître, le jour où ils me connaissent, eh bien, ils comprennent qu'ils avaient tort. Parce que naturellement, je suis quelqu'un de paix et je ne suis pas belliqueux. Mais qu'est-ce que je fais souvent quand ça m'arrive? Je regarde, si je vois que c'est un nom que je connais, je me dis, bon, comment il a fait? Il aurait pu m'appeler. Parfois, j'ai envie d'appeler, mais je me dis, ben, au Congo, on ne sait jamais qui peut t'enregistrer. Ouais, et comment ce sera interprété? Ben, tu laisses ça comme ça. Mais parfois, tu as envie de dire aux gens, mais écoute, voilà. Après, je me dis, une vérité, c'est qu'il ne faut pas qu'on se le cache, cher Jean-Pierre. Celui qui a besoin de te juger ne te coûtera jamais. Et celui qui a besoin de t'écouter ne te jugera jamais avant. Donc, celui qui te condamne sans t'avoir écouté, tu n'as pas besoin de le convaincre. Mais comment expliquer que c'est plus vos amis d'une certaine époque qui vous attaquent le plus? Comment expliquer ça? Non, ça veut dire qu'ils n'ont pas été des amis. Un ami n'attaque pas un autre. Peut-être qu'on ne comprend pas le sens de l'amitié. C'était peut-être des connaissances, c'était peut-être des collègues de profession, mais pas les amis. Question d'intérêt ou vision désormais? Peut-être question d'intérêt. Mais moi, je comprends après. Le plus important, cher KMB, c'est quand vous êtes confiant et au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pour rien. Et c'est ça le plus important. Parce que votre conscience est plus importante que ce que les gens disent. C'est que la réputation, c'est le point de vue des gens. Mais votre conscience, c'est ce que vous savez de vous-même. Alors, si vous connaissez qui vous êtes, vous n'allez pas vous en faire de ce que les gens vont dire de vous. Le dernier cas polémique en date, c'est celui lié à la suspension de l'émission Bossolo. Son présentateur dit n'avoir jamais été invité par vos services pour fournir ses moyens de défense. Le camp Bosso dit également n'avoir pas porté plainte. D'office, le CESAC s'est saisi. Mais certains disent, avant ça, Israël Mutombo a eu à dire certaines choses qui ont peut-être choqué certaines consciences. Pourquoi n'avait-il jamais été sanctionné en son temps? Alors, je vous donne le principe, sans entrer dans le fond de la question. Oui. Le principe au CESAC, c'est que nous pouvons nous auto-saisir ou nous pouvons être saisis par plainte. Le cas de M. Mende, c'était une plainte. D'accord? Mais ça arrive qu'on s'auto-saisisse par rapport à la clameur publique, par rapport à une flagrance. Et s'il s'agit d'une flagrance, qu'est-ce que nous faisons? Le bureau siège. Le bureau est composé de 5 personnes. Nous siégeons de façon souveraine. Nous prenons la mesure la plus faible, c'est-à-dire le plus bas niveau. À la limite 30 jours, on peut aller à 35, on peut prendre 30 jours. Et quand vous faites ça, la décision qui est provisoire est assortie d'une invitation. Si vous voulez, une convocation. Ça veut dire, pourquoi la plainte, pourquoi on saisit, on arrête directement, on interrompt, on suspend une émission? C'est pour empêcher à ce que le mal décrié puisse continuer pendant une période. Nous disons, Monsieur KMB, vous êtes suspendu. Et généralement, ce n'est pas la personne, c'est l'émission. On dit, votre programme est suspendu pour, par exemple, 30 jours. Et pendant ces 30 jours, nous vous invitons de venir présenter vos moyens de défense. Et lorsque vous venez, par exemple, la décision est prise lundi, vous venez mardi, vous nous expliquez que non, chère institution, vous avez mal compris mes propos, ils ont été déplacés, la séquence que vous utilisez n'est vraiment pas ça, regardez ce que je dis dans son ensemble. Et les inspecteurs regardent, ils se rendent compte effectivement, je vais dire les secrétaires d'instruction, ils regardent, ils se disent, mais écoutez, c'est vrai, il a raison. On lève la mesure immédiatement. Ça veut dire que c'est une mesure conservatoire qui n'a pas besoin d'une invitation au préalable.
C'est ça que les gens devraient comprendre. Mais malheureusement, même les journalistes, même certains avocats qui n'ont pas lu notre loi pensent que en matière de flagrance, la plainte, c'est elle qui... Non, la plainte, elle est... Pardon, l'invitation. Non, l'invitation vient après la décision. Dans l'affaire Israël, où s'est trouvée la flagrance? Si la flagrance était là, c'est nous qui jugeons la flagrance. Les secrétaires d'instruction ont jugé qu'il y avait une flagrance, Parce qu'il faut le dire, nous avons d'abord un service de monitoring, puis nous avons un service de secrétariat d'instruction. Ces deux services sont des services autonomes qui travaillent au quotidien. Les autres visualisent et les autres qualifient les faits. Quand ceux qui ont visualisé se sont rendus compte que les faits sont graves, puisqu'ils viennent de se commettre à l'instant, ou les moments qui suivent la commission de cette infraction, le caractère de la flagrance est là. Et les secrétariats d'instruction proposent urgemment une sanction. En disant, Monsieur le Président ou chers membres du bureau, nous vous envoyons cette proposition de décision afin que vous puissiez d'abord arrêter immédiatement cette histoire, qu'on invite le présentateur, qu'on lui pose des questions. Parce que généralement, la tendance, c'est qu'un invité, un journaliste aujourd'hui, quand il fait une émission, et si le public réagit promptement ou positivement, il a tendance à revenir demain. Un peu comme pour dire, Torozong et Langolobi, comme on dit souvent. Alors, pour éviter que Torozong et Langolobi en ait, pour qu'on ait encore un autre élément, pour qu'on se retrouve dans une situation beaucoup plus difficile, on prend des mesures conservatoires. Et c'est ce qu'on a fait. Dans son affaire, l'on dit qu'il y a eu une main noire, une suspension financièrement motivée. Ses proches ont parlé, liant ça à l'enquête qu'il a menée contre le ministre des Finances. Bon, il faut comprendre que notre mentalité chez nous, les Congolais. Il n'y a rien qui s'est fait pour rien. Au Congo, tout s'est fait, il y a une main noire. Quand on arrête un criminel, il y a une main noire. Quand on arrête un corrupteur, il y a une main noire. Quand on sanctionne un journaliste, il y a une main noire. Et parfois, même quand on ne sanctionne pas, il y a toujours une main noire. À un moment donné, je me pose la question, comment on fait pour vivre? On dit on a libéré en mode d'urgence vos 5 ou 6 mois d'arriérés. Et vous auriez perçu vous-même 15 000 $ de transport. 15 000 $. Ouais. Je ne peux pas dire que c'est peu d'argent, mais ça ne peut même pas me faire bouger pour signer un document. C'est une insulte. Une vraie insulte. Pas parce que c'est 15 000 $, mais parce qu'il s'agit de l'argent. Ça aurait été 1 million de dollars, ça serait la même chose. Cher KMB, il y a des Congolais qui ont une autre perception de l'argent. Il y a des Congolais qui ont une autre perception de la richesse. Pour moi, du moment où je sais avoir une vie tranquille, du moment où mes enfants peuvent étudier et que moi je peux manger et que je peux dormir tranquillement et calmement, ça me convient. Le reste, ce n'est pas mon affaire. Donc, dire aujourd'hui que l'on a corrompu Bossembe pour 15 000 $, même pour l'argent, tout simplement même 1 million de dollars, c'est totalement inimaginable. Alors dans la logique, comme les gens disent... On a libéré vos frais de fonctionnement, vos arriérés. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on a libéré le frais de 500 personnes pour se payer la tête d'une personne. Qui dérange? Où est la logique? Une personne qui dérange? Il n'y a aucune logique. Et cette personne dérange qui? Voyez-vous? Donc le problème, c'est qu'il faut qu'on aille au-delà de cela. Cher KMB, le problème, notre pays a besoin de l'ordre et de la discipline. Nous devons aller dans ça. Il faut mettre de l'ordre et de la discipline dans ce que nous faisons. Comme je vous ai dit, les plateaux de télévision ne devraient pas être de tribunaux ou des cours et tribunaux. Ce n'est pas aux journalistes de dire que tel est voleur. Il n'appartient pas aux journalistes de le dire. Ce n'est pas aux journalistes de dire que la femme de quelqu'un est fidèle ou pas. Ce n'est pas aux journalistes de dire que tel a vieilli ou pas. Ce n'est pas le rôle d'un journaliste. S'il a mené toute son enquête et qu'il a toutes les preuves, à la limite, on dirait qu'on est présumé. Non, mais justement, mais c'est ça l'élégance et même c'est ça la responsabilité. Sinon, si le journaliste commence à faire le travail de magistrat... Si c'est avéré, peut-être. Il y a un dérèglement. Oui, mais pour que ça soit avéré, il faut justement que ça soit les juges. Nous avons dans ce pays ce qu'on appelle le principe de présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'on en fait? Cher Jean-Pierre, moi je le dis parce que je suis tous les jours insulté, calomnié, parfois diffamé. Je sais ce que c'est. Mais peut-être que vous n'avez jamais été insulté autant. Posez la question à ceux qui ont été déjà insultés ou diffamés. Ils vous diront ce que c'est. Ce n'est pas facile. Et dans un État, on doit protéger la réputation des gens et la vie privée des gens. C'est aussi ça la régulation. Il ne faut pas que la télévision serve d'arme, on va dire ça comme ça. La télé n'est pas une arme.
D'accord? Le stylo d'un journaliste, la plume d'un journaliste n'est pas une arme pour faire mal. On ne terrorise pas les gens quand on est journaliste. Et c'est ça qu'on a toujours essayé d'en parler. C'est même pour la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on commence avec des sensibilisations et des ateliers pour finalement demander aux gens, écoutez, vous pouvez faire bien le travail. Et c'est pourquoi je voudrais insister sur une question ici, cher Jean-Pierre. J'insiste sur le fait que les journalistes, je m'adresse aux journalistes en regardant votre caméra. Ouais. Personne ne peut vous enlever vos droits d'informer, de dénoncer et de faire des enquêtes. Moi, en premier, je vous encourage de continuer à faire des enquêtes, à dénoncer. Et le CESAC ne se mêlera jamais de vos enquêtes, jamais de vos investigations. Mais seulement la manière dont vous traitez ça en toute responsabilité. Dénoncez s'il y a des cas de détournement. Dénoncez s'il y a des cas de vol. Dénoncez s'il y a des cas de... Tout ce que vous pouvez, faites-le. Mais seulement faites-le tout en respectant la discipline, en respectant la déontologie. C'est tout simplement ça. Est-ce que c'est trop demandé? Aujourd'hui, Israël se sent trahi par un ami. Il ne lit pas ça comme vous vous appelez à un moment donné. Oui, non, mais c'est pas là, ce n'est pas les Lipassa qui a décidé, c'est l'institution. C'est pas les Lipassa. Oui, c'est le Lipassa qui a signé. Oui, mais c'est une institution. Le problème, c'est qu'il faudrait que l'on comprenne ça aussi. Et je suis convaincu qu'au-delà de la tumulte, au-delà de tout ce que les gens disent, au fond de lui, il sait. Il sait ce que moi et lui savons. Donc, vous ne vous êtes plus appelé depuis lors? Il aurait aimé être invité, question de fournir ses moyens de défense. Aussi, parce qu'il dit qu'il n'a pas être invité avant. C'est pas possible. Parce qu'après, il a refusé de venir maintenant. Non, être invité avant, ça n'existe pas. Être invité avant, c'est une violation des textes. Je ne peux pas faire ça. Et nous apprenons que vous serez passé par d'autres personnes pour les convaincre finalement à venir fournir ses moyens de défense afin que la mesure soit levée. Non, pas du tout. Ça jamais. Ça, c'est jamais arrivé. Il nous suit. C'est jamais arrivé. On ne négocie pas les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, non. À un moment donné, vous êtes-vous rendu compte que vous êtes trompé ou vous pensez que si c'était à refaire, vous le referez? Comment la décision? Dans le cas Israël? Non, mais tout le monde. En fait, il ne faut pas personnaliser les cas. Même vous, avec qui on discute maintenant, si vous commettez une infraction, si vous commettez une faute, je vous inviterai. J'ai déjà été invité là chez vous. Bien sûr. Vous êtes venu? Oui. Mais alors, est-ce qu'on vous a tué? Pas du tout. Donc, si vous faites, même quand on fait une émission maintenant, si vous faites vous sortez de votre rang de journaliste, vous devenez quelqu'un d'autre, on vous invitera. Et s'il faut vous sanctionner, je le ferai. Et je le ferai vraiment volontiers, il n'y aura pas de problème. Et je sais que ça n'entamera pas nos relations, sauf si vous avez des arguments après. Mais en tout cas, ça n'entamera pas. Parce que vous savez que ce que je fais, ce n'est pas pour vous tuer. C'est ça, ce n'est pas une prison. On prend des mesures qu'il faut prendre. Vous avez convoqué ou invité aussi Ndeko Flavien Roussaki. Oui. Vous avez bien fait de grainer les motifs, les griefs qui lui sont reprochés. Il a laissé des gens dire à son plateau qu'Étienne Tshisekedi aurait détourné de l'argent mobilisé pour, je ne sais pas, les victimes de quelle situation, qu'il a dit, qu'il a laissé passer des critiques contre la force du progrès, contre, je crois, Maman Marthe, ou encore au sujet du RAM. J'ai vu sur Internet les gens être offusqués. Ne pas comprendre pourquoi on en arriverait jusque-là. Pourquoi Étienne Tshisekedi ne peut pas être critiqué, ni l'UDPS, ni ceux qui la composent. Oui, mais ça, c'est ce que je dis encore une fois. Nos lois sont claires quand il s'agit de cela. Nos lois sont claires. Quand il y a dérapage sur un plateau de télévision ou dans une radio, il est du devoir du CESAC d'inviter le journaliste pour lui poser la question. Pourquoi avez-vous laissé tel propos passer? Ça, c'est ça. C'est un travail qui a été fait même avant que je n'arrive. Donc, c'était comme ça. Mais jusque-là, il n'y a rien qui incite à la haine, rien qui incite au soulèvement. Oui, mais parce que peut-être qu'il faut que je crois que je vous avais remis notre loi ici. Non, hein, je pense non, pas encore. Okay, vous n'êtes toujours pas passé ici. D'ailleurs, c'était parmi nos questions à vous poser. Quand est-ce que vous passerez de remettre la documentation? Oui, je vous remettrai. De toute façon, les 12, quand on aura, pendant la retraite, vous allez venir, vous allez voir que quand vous lisez nos lois, vous comprendrez que depuis que je suis au CESAC, on n'a rien fait qui sorte de la loi. Tout est dans la loi et tout est dans la légalité. Et vous savez, l'avantage, c'est qu'on ne me pardonnera pas, moi, si je viole la loi, on ne me pardonnera pas. Parce que d'abord, je suis juriste. Et puis en plus, voilà. Donc, dans le cas de Flavien, est-ce que les faits de reprocher ne sont pas légers?
Non, mais le fait... Comment convoquer quelqu'un parce qu'il a laissé quelqu'un dire que le RAM est un vol? Alors là, on entre dans le jugement du travail du CESAC. Et pour ça, je ne suis pas habilité à le dire. Seulement, je dis que nous invitons les citoyens, les journalistes, pour tout ce qui s'est dit dans leur plateau. On peut même vous inviter pour un geste. On peut même vous inviter pour une attitude. Tenue que nous jugeons être pas très commode. Et nous vous invitons. Et vous venez, vous dites, non, mais écoutez, c'est pas moi, ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de tel, dans telle condition, dans telle condition. On se dit, ok, c'est bon. Ce n'est qu'une invitation. Ce n'est pas une décision. C'est une invitation. C'est que nous n'avons pas jugé quelqu'un pour ça. Nous lui avons dit, il vous est reproché d'avoir laissé. Et c'est comme ça qu'on peut faire. Ici, chez vous, si vous dites quelque chose qui ne correspond pas à nos valeurs du CESAC, nous vous invitons pour dire, ben, mais écoutez, M. KMB, venez un peu vous justifier. Vous avez dit ceci, cela. Mais c'est à vous de venir. Les gens doivent avoir la culture de la responsabilité. Vous savez, en France, il y a un journaliste, Cyril Hanouna. Oui, mais c'est le plus sanctionné de tous les journalistes français. C'est oui. Ouais, c'est le plus sanctionné. Des sanctions qui partent de 1 million, parfois à 3 millions. Mais pourquoi on ne le ferait pas chez nous? Pourquoi on ne le ferait pas chez nous? Vous voulez nous dire que désormais, ce ne sera plus des suspensions? C'est ce que je veux. Mais c'est plutôt, ce que je veux. Dans les réformes que nous sommes en train de penser mener, personnellement, je pense qu'il faut que l'on passe des sanctions administratives à des sanctions financières. Oui, je crois. Je crois qu'il faut qu'on atteigne ce niveau de sanctions financières. D'abord, est-ce que la loi le prévoit? C'est pourquoi je dis qu'il faut des réformes. Et la première réforme, c'est la loi. Que nous sommes en train de vouloir changer. Et que nous allons changer cette loi dans peu de temps. On va y arriver, on va modifier la loi pour nous permettre de travailler efficacement voilà. Et donc, ou il faut plutôt convaincre les parlementaires à voter une nouvelle loi? Si, mais d'abord nous. Nous, c'est ça que nous pouvons aménager notre loi, nous la réformulons, voilà. Et puis après, nous présentons ça à un député. Nous le faisons porter à un député qui va, lui, l'amener à l'Assemblée nationale. Et ça va faire la navette parlementaire. Ils vont avoir le temps de toiletter. Ils vont discuter de cela. Et puis après, ça va passer. Ça va suivre les chemins traditionnels. Ce sera encore plus coriace. Ça va davantage coincer les journalistes, comme quand vous nous demandez de ne pas parler des infos sur... le M23 la guerre dans l'Est, pendant que l'opinion a ardemment besoin de comprendre ce qui se passe sur la ligne de front. L'opinion n'a pas besoin de la manipulation. De l'info. Oui, l'opinion n'a pas besoin de la manipulation ou de la désinformation ou du désordre informationnel. L'opinion a besoin d'être rassurée. C'est tout ce que nous voulons. Et nous avons la responsabilité de veiller à ce que la population ne soit pas diabolisée. Comment voulez-vous qu'on rassure quand on trouve que ça ne va pas? Mais le problème, c'est que dans un État en guerre, la communication, l'information suit les cours des choses, des événements. Vous ne pouvez pas prétendre être journaliste et prêter le flanc à l'ennemi. On ne permettra pas ça, je peux vous assurer, cher. Si l'ennemi a pris quelques positions, va-t-on l'annoncer ou pas? Alors, ce qui est sûr et certain, tout dépendra de comment vous l'annoncez. Ça, je peux vous assurer. Ça, je ne vais pas par le dos de la cuillère. Si dans votre traitement d'information, nous sentons que vous diabolisez les FARDC, si nous sentons que vous démoralisez les forces armées de notre public, je peux vous assurer, cher Jean-Pierre, je fermerai le média immédiatement. Je ne réfléchirai même pas 2 fois. On fermera. Parce qu'il n'est pas question que l'on démoralise les militaires au front. Il n'est pas question que l'on démobilise la population. Il n'est pas question que l'on jette du discrédit à l'armée congolaise et surtout à notre pays. Ça, on ne le permettra pas. Mais à côté, il y a également la liberté d'informer. Alors, vous savez que la sûreté nationale est plus importante que la liberté d'informer. Partout au monde, quand il y a sur une même balance la sûreté nationale, la sûreté de l'État et la liberté de la presse, eh bien la liberté de la presse ne fait pas le poids. On peut ne pas les dire, mais on a les réseaux sociaux. Un média peut ne pas l'annoncer, mais ça peut se répandre comme une traînée de poudre. J'aimerais que vous Là aussi, vous avez promis de frapper fort. Oui, j'aimerais que vous puissiez me poser cette question après les 12. Vous verrez ce qui va se passer après le 12. Après le 12 juin. C'est que nous avons une retraite avec tous les chroniqueurs, avec tous les influenceurs, les plus représentatifs plus ou moins. On aura une équipe de 100 personnes, 50 influenceurs, c'est-à-dire qui œuvrent dans les réseaux, dans le média en ligne, les réseaux sociaux, et 50 journalistes traditionnels comme vous et les autres. Je profite pour l'occasion de demander à tous les journalistes de venir, tous ceux qui sont journalistes de venir, qu'ils soient journalistes engagés, comme j'entends souvent, et tout cela. Comme vous l'avez été vous aussi. Je n'ai jamais été journaliste engagé, moi. Contre Kabila, vous étiez engagé? Non, pas du tout. Je n'ai jamais été journaliste engagé. Vous étiez dans la clique de ceux qui... Je n'ai jamais été dans une clique, malheureusement. J'étais dans ma position.
C'est ça peut-être j'entends les gens Il y avait dire... des similitudes avec les Oui, autres. bien sûr, on partageait la même cause. J'entends souvent les gens dire, on a fait les combats ensemble. Bon, j'ai jamais fait les combats avec quelqu'un. Je n'ai pas été recruté pour faire un combat quelconque. J'avais des convictions, et vous le savez, j'avais des convictions, et je les défendais, et je ne le regrette pas. Je n'ai jamais appartenu à un groupe ou à un clan. Non, jamais. J'ai jamais été à la solde d'un politicien. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Je suis resté constant dans mes positions. Prenez mes émissions de la RTGA, prenez mes émissions de Congo Buzz. Jusqu'à aujourd'hui, je suis resté dans ma ligne. Et donc, le 12, j'invite tous ces journalistes qui se réclament être journalistes engagés de bien vouloir venir discuter avec nous. Parce qu'à la fin, nous allons signer une charte. Ça sera la charte des réseaux sociaux, où les influenceurs, les TikTokers, nos frères et sœurs viendront signer avec nous une charte, et nous allons travailler maintenant ensemble en fonction de cette charte-là. Vous voulez contrôler l'information, limiter les dépravations, les débordements qu'il y a sur les réseaux sociaux? Il faut le faire, cher Jean-Pierre, il faut le faire. Il faut limiter les dégâts qu'il y a maintenant. Il faut limiter parce que nos jeunes enfants sont là. Je vous dis toujours, hein, la société, elle est l'exemple de, entre guillemets, ces influenceurs ou ces élites. Oui. Mais si nous laissons aux influenceurs qui se dénudent ou aux influenceurs qui n'ont pas la capacité d'appréhender les choses et les enjeux de l'heure, ça va être très dangereux. Nous sommes menacés sur tout le front culturel, le front éducationnel, le front sociétal, même le front de la guerre tout simplement. Nous n'avons pas le narratif qu'il faut. Et il faut construire cela. Il faut changer donc le paradigme communicationnel. Et pour arriver à changer le paradigme conventionnel, il faut qu'on invite des gens comme vous, Jean-Pierre. Il faut qu'on invite les journalistes congolais pour leur dire, voilà, regardez là où le pays se trouve en ce moment. Regardez le défi auquel nous sommes confrontés. Voilà ce que nous voulons faire. Et nous comptons sur vous. Ce ne sera pas de la corruption. Ça ne sera pas non plus de lavage de cerveau, mais ça sera plutôt une discussion citoyenne. Parce que nous devons développer un concept, c'est la citoyenneté numérique. Nous devons arriver à le faire. Le citoyen qui a son téléphone, qui a son TikTok, doit se poser des questions de quel contenu je veux amener maintenant. Qu'est-ce qu'il veut amener, apporter. Et ça, nous allons les aider à le faire. C'est pourquoi nous allons passer avec d'abord un petit groupe que nous prendrons en charge, ça je le dis, que nous prendrons en charge pendant un temps pour expérimenter le plan que nous voulons. Ça veut dire que nous allons prendre par exemple 50 personnes. Quand vous dites prendre en charge, c'est-à-dire les accompagner avec un financement? Mais oui, un accompagnement. Il ne faut vraiment pas se les cacher. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Vous savez, il y a des jeunes gens qui débordent d'idées, mais tout ce qu'ils n'ont pas, c'est parfois les mégas, parfois les cadres, parfois la documentation. Regardez dans quelles conditions vous travaillez. Produisez plutôt un bon contenu. Mais les conditions ne sont pas si mauvaises que ça. Mais est-ce que si on ajoute un plus dans ce que vous faites, n'est-ce pas que vous allez aller un peu plus loin? Aujourd'hui, c'est vous qui faites l'émission tous les jours. Mais peut-être que vous avez envie de recruter des gens. Mais vous ne voulez pas les recruter parce que vous ne voulez pas vivre ce que vous avez vécu pendant plus de 10 ans, où les gens viendront travailler et ne seront pas payés. Donc, si on peut vous aider dans ces conditions-là, je suis convaincu qu'on peut impacter d'une manière ou d'une autre votre ligne, de faire les choses. À ce moment-là, vous ne sortirez pas de votre cadre légal? Non, c'est ça le CESAC. C'est ça même le rôle du CESAC. C'est d'accompagner les médias. C'est de les aider, les médias. Et inciter l'État à subventionner les médias. Alors si on comprend, mais est-ce que l'État a libéré quelque chose? Parce que vous aviez promis un accompagnement, une subvention étatique. Oui, c'est ce que je dis. Je dis que nous allons expérimenter un plan. L'expérimentation que nous allons faire, c'est pour inciter les gouvernements à comprendre l'intérêt de changer ces choses-là. Je vais vous scandaliser, cher Jean-Pierre. Il y a de cela 20 ans, le lingala était une langue forte dans la région. Il y a 30 ans peut-être, dans la région. Si vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on parle lingala, on vous regarde. On veut savoir comment vous faites. Parce que le lingala était une langue musicale, une langue culturelle qu'on avait essayé de transporter. Et au Congo ici, personne n'utilisait un seul mot. Je suis désolé de le dire à la télévision, peut-être ça peut choquer certains Ivoiriens, mais il faut quand même le dire. Personne n'utilisait un mot ou un jargon ivoirien. On ne les utilisait pas. Mais pourquoi? Parce qu'à cette période-là, notre musique avait transporté notre culture, et même notre langage courant. Mais regardez aujourd'hui, c'est une inversion finalement. Vous avez beaucoup de mots que vous utilisez qui sont des mots ivoiriens. On n'a rien, ce n'est pas un problème, ça peut être normal. Mais c'est parce qu'ils ont compris, ils ont compris
qu'il fallait changer le paradigme. Et ils ont changé le paradigme, ils ont réussi à changer le paradigme. Est-ce que nous, on ne peut pas le faire aujourd'hui? Est-ce que nous ne pouvons pas renverser la tendance? Il est possible de renverser la tendance. Nous avons des TikTokers au Congo qui ont 1 million d'abonnés. Il y en a qui ont 2 millions d'abonnés. J'ai vu certains qui ont 1 500 000 abonnés. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente, ces gens? Donc, si nous essayons de les orienter, de les encadrer, de donner à ces jeunes gens un petit, je crois même, je dirais une petite aide, tout simplement, ils vont faire plus. Archimède dit, avec zéro, on fait peu, avec peu, on fait plus, et avec plus, on fait des exploits. Il y a d'autres personnes qui n'ont besoin que de ce peu-là. Okay. Et qui n'en ont pas. Et c'est nous allons justement faire ça. C'est pourquoi je dis que les 100 personnes que nous allons sélectionner, c'est-à-dire 50 journalistes traditionnels et 50 influenceurs, ouais, vont nous aider à arriver à ce niveau-là. Et on aura probablement 50 personnes. Peut-être 50. Pourquoi? 50 vont nous aider à faire peut-être le groupe pilote. Et c'est avec eux que nous allons essayer de... Avec les réseaux sociaux, vous avez une marge de manœuvre assez réduite. Comment contraindre ceux qui... des récidivistes, comment parce que vous n'avez pas les... Oui. Nous avons pensé à quelque chose de formidable, parce que nous allons inviter le procureur général de la République, qui est l'organe de la loi, et nous allons l'inviter. Il aura certainement, je n'ai pas envie de parler de son réquisitoire, mais il va faire un discours. Il va discuter avec les jeunes gens, il va discuter avec nous. On va discuter, on va dire, ben voilà comment on fait. Peut-être que les gens font, vous savez, c'est même Socrate qui le dit, ouais. L'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. À certaines personnes, il leur manque que la connaissance, que de l'information. Et le procureur va le dire. Il y aura le ministre ou le chargé du numérique qui va aussi le dire. On aura des représentants de la cybercriminalité qui viendront aussi nous informer. On aura des gens comme Kibambichi, M. Kibambichi, toi, et des autres, excusez-moi de le dévoiler, et toutes ces icônes de la pensée journalistique qui viendront nous dire à cette ère comment on peut conduire une information, comment on peut dénoncer sans blesser. Comment on peut faire des investigations sans finalement violer la déontologie ou briser les règles fondamentales. C'est dans ça que nous allons. Vous voyez, c'est une campagne de sensibilisation pour dire aux journalistes, et voilà comment ça se passe. Et puis nous allons profiter pour dire à tout le monde c'est quoi le CESAC en réalité. Peut-être qu'à la sortie, on vous donnera nos lois et vous allez aller les lire, vous comprendrez que depuis qu'on est au pouvoir, depuis qu'on est à la gestion, aucune loi n'a été brisée, aucune loi n'a été violée. Ceux qui disent qu'on a violé la loi sont ceux qui ne l'ont jamais lue, pour la plupart des cas. Et ceux qui disent que vous avez déçu les espoirs, Monsieur le Président. Quel espoir? Quel espoir? Un discours que vous avez porté à un certain moment. Moi, je n'ai jamais porté les discours que j'ai portés a toujours été un discours sévère sur la question de la responsabilité. Moi, j'ai jamais été... et puis, je ne suis pas délégué de journaliste, moi. Non. Non, je ne suis pas délégué de l'UNPC. Vous êtes délégué du président de la République. Je ne suis pas délégué. D'abord et avant tout. Je ne suis pas délégué de... Non, je ne suis pas là parce que je suis journaliste, non. Vous êtes là parce que le président vous a fait confiance. Oui, je ne suis pas là parce que je suis journaliste. Et ceux qui disent que c'est devenu une caisse de résonance. Oui, mais il faut prouver qu'on est caisse de résonance. Peut-être que... Je comprends, il y a des Congolais qui n'ont pas utilisé longtemps des mots et des expressions. Et parfois, ils veulent les utiliser à temps et à contre-temps, abusivement parfois. Caisse de résonance, ça veut dire quoi? Et vous savez qu'il y a des gens qui pensent que le CESAC a un chef, ou le CESAC est sous la tutelle des je ne sais qui. On n'a pas de tutelle. Je n'ai pas de chef. Vous n'avez des comptes à rendre à personne? À personne. Moi, c'est la loi qui me guide. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous faites jusque-là? Je peux vous assurer, très fier de ce que je fais. Mais je mesure aussi la responsabilité. Je mesure aussi la gravité de choses. Et c'est pourquoi à chaque fois que je prends une décision et que ça se raconte dans la société, je me pose la question, et si j'étais corrompu? Je me pose toujours la question, et si j'avais mal fait? Voyez-vous? Donc si dans toute la légalité, avec un cœur net, vous avez ces répercussions, alors vous posez la question, et si j'avais mal fait? Qu'est-ce que ça allait devenir? Et comme je vous ai dit, je me bats pour n'avoir jamais à prendre une décision. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez eu à regretter certains de vos propos tenus avant d'arriver au CESAC? Non,
Aujourd'hui, si vous étiez vous-même journaliste et vous-même président du CESAC ou membre de la plénière, vous aurez à prendre des décisions contre vous-même. Non, je vous dis sincèrement non. Non, en tout cas. J'ai jamais été... je ne me rappelle pas d'avoir insulté. Bon, vous savez ce qui est vrai, il faut le dire quand même, cher Jean-Pierre, quand vous avez fait 16 ans de profession et quand vous avez tourné des émissions tous les jours, vous ne vous rappelez pas vraiment de tout ce que vous avez dit. Il se peut qu'il y ait un mot de moi un peu de trop. Ça peut arriver. Et pour ça, je demande pardon pour ça. Mais je ne me rappelle pas. Une opinion est restée nostalgique après vos propos sur l'ancien président. Vous vous êtes expliqué ici Oui, à heureusement. J'ai un profond... quelques années. Cher frère, je peux vous assurer, je n'ai jamais été d'accord avec la gestion de l'ancien président Joseph Kabila. Mais j'ai toujours un profond respect pour lui. Je ne regrette jamais mon combat contre ce qu'il faisait, contre sa gestion. Je ne regrette pas. Même si on revenait à zéro, je ferais la même chose. Je prendrais la même position devant les mêmes actions. Mais mon respect pour cet homme va rester le même. Je peux vous assurer, je vous ai dit sur votre plateau, il n'y aura jamais une vidéo où de ma bouche sort ces propos-là. Jamais. Jamais, mais alors jamais. Sur Bossolo? Jamais de la vie, ça n'existera pas. Encore Bossolo. Jamais. Jamais. Je peux vous assurer une chose. On vous a fait dire des choses, c'est ça? Je vous dis, cher Jean-Pierre, Oui. moi, le nom que je porte n'est pas le mien. Je le dis ici chez vous. Le nom que je porte, c'est le nom de mon père. Il est encore vivant. 68 ans aujourd'hui. Il aura 69 ans cette année. Donc, je ne peux pas dire un truc qui va salir son nom. Parce que ce n'est pas le mien, c'est son nom à lui. Et de deux, j'ai donné ce nom à 2 jeunes garçons. Comment ces jeunes garçons vont me voir, moi, leur père, en train d'insulter? Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas moi. Mais là, l'opinion n'oublie pas. Mais l'opinion, c'est vrai aussi. Quelle opinion? C'est ça notre plus grand problème, cher frère. Quelle opinion? Parce que quand j'ai annoncé que je vous recevrais, c'est revenu oui, constamment. Ne restez pas esclave d'une opinion qui ne se donne pas la peine d'aller rechercher la vérité. Ne vous donnez pas la peine, cher Jean-Pierre. Vous resterez dans une prison inutile. Les gens qui vous attaquent sur des faits qu'ils n'ont jamais entendus, qu'ils n'ont jamais vus, ça ne vaut pas. Je ne peux jamais, jamais insulter. Et je suis convaincu que l'ancien président, là où il se trouve maintenant, il peut le dire lui-même. J'ai été critiqué par beaucoup de journalistes, mais le seul à ne m'avoir pas attaqué, à ne m'avoir pas insulté, c'est lui. Ça ne veut pas dire que j'étais doux, j'étais galant, pas du tout. J'étais dur, et je ne le regrette pas. Mais aller jusqu'à l'insulter, mais non, je ne peux pas le faire. Je ne peux jamais le faire. Merci. Donc ça m'a... Ça vous colle à la peau quand même. Oui, ça me colle à la peau. Parce que, bon, voilà, cher frère, disons-le. Bon, faisons un petit jeu. Acceptons ça. Enlevons cette tâche. Qu'est-ce qu'on me reprochera encore? Rien. Donc il fallait le faire. Et moi, je rencontrais un monsieur d'un parti, je ne citerai pas son nom, c'est un grand frère. Je lui dis, mais comment vous faites dormir en paix en me collant une saleté comme ça? Comment vous faites? Il me dit, ben, écoute, on a regardé, mais on s'est dit, mais toi, qu'est-ce qu'on peut te coller à part ça? On te colle ça. J'ai gardé ça. Donc, s'il y a des choses qui m'ont collé à la peau, il y a ça. Et puis, il y a mon agression. Oui. Oui, peut-être. Ça, c'est resté, dans mon esprit, tu vois. Après, on vous avez vous entraîné. Non, je m'entraînais déjà avant. Cher frère. C'est une vidéo qui est sortie de son contexte. Cher Jean-Pierre, je peux vous assurer, si je ne m'entraînais pas, je serais défiguré. Ça aurait été fatal. Je serais défiguré. Vous n'avez aucune idée que plus de 8 personnes vous tombent dessus et qu'ils vous frappent à volonté. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Ils ont débarqué à votre hôtel, comment c'est arrivé? Je ne sais pas, j'étais là, je revenais de France 24, je pense, tout bonnement, et les gens m'ont intercepté dans le hall même de l'hôtel. J'ai parlé à des Congolais, à des citoyens normaux, il n'y avait aucun problème. Et puis, bizarrement, la caméra est sortie. Et donc, voilà, on a commencé à vous rosser. Oui, c'est allé tellement vite, quoi. C'est allé tellement vite que je n'ai pas compris. Mais après, vous faites quoi, cher Jean-Pierre? Votre cœur n'est pas une prison. Vous arrivez à vous libérer. Avez-vous pris des précautions désormais pour vos voyages? Comment vous être à l'abri de temps en temps et ne pas vous exposer? Non, mais pourquoi je m'exposerais? Pourquoi il faut que ça soit un cas d'exposition?
si on est Congolais et qu'on pense qu'on est vraiment Congolais, il faut qu'on apprenne à se parler. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que s'ils veulent le faire encore, ils le feront toujours. Parce que le plus important pour moi, je pense que quand je rencontre un Congolais, je devrais être en sécurité parce que c'est mon frère. On peut avoir des divergences, mais on ne peut pas arriver jusqu'à se faire du mal. Ça ne sert absolument à rien. Sinon, à quoi ça sert le combat que l'on mène? On a été solidaires avec vous, Monsieur le Président. Merci beaucoup, je reconnais ça. Seulement, je pense que quand on est Congolais, peu importe partout où on se retrouve, il faut qu'on ait le temps de se parler, il faut qu'on ait le temps de se parler. Si peut-être dans la discussion, vous n'arrivez pas à vous convaincre, peut-être vous pouvez arriver à ce niveau-là. Mais pourquoi vous avez... On n'a pas parlé et tout d'un coup, vous commencez à me donner des causes pas normales. Si vous étiez toujours journaliste, parce que vous avez dit, si c'était Kabila, face aux mêmes actions, vous auriez eu la même réaction. Aujourd'hui, les mêmes choses qu'on a décriées hier sont revenues, peut-être aussi en force. Si vous étiez journaliste, vous seriez-vous tu parce que vous avez des relations privilégiées avec la famille, le couple présidentiel, ou vous auriez porté votre casquette de journaliste critique et dit la vérité? Je vous dirai une vérité, cher Jean-Pierre. Le jour où j'ai rencontré la première dame, voici ce qu'elle m'a dit. La première dame va vraiment m'excuser pour dire ça. Il m'a dit, Christian, le jour où tu deviens flatteur, on ne te respectera plus. Et ça, j'ai gardé ça dans mon esprit. Il dit, le jour où tu deviens flatteur, on ne te respectera plus jamais. Et ça, c'est elle-même. Vous savez, c'est une grâce de rencontrer des gens qui vous demandent de rester libre dans vos propos. Et ça, je n'oublierai jamais. Elle me l'a dit. Pour rien au monde, et ça le président l'a répété plus d'une fois, pour rien au monde n'ébranle ta liberté de penser. Il dit, si tu ébranles ta liberté de penser, tu n'es plus un homme. Le problème maintenant, c'est qu'ils sont prêts à accepter qu'une critique féroce vienne de vous. Mais pourquoi pas? Moi, j'ai été critique quand j'étais journaliste sur beaucoup de choses. L'EAC, par exemple. J'étais critique à ça. J'étais parmi les premiers à parler de la 4e République et du changement de la Constitution. J'étais le premier. Vous avez longtemps critiqué les voyages? Plusieurs fois. Vous étiez même le premier à faire le décompte des voyages du président. Vous savez que c'est peut-être ça la force des gens aussi. Et les gens ne le... En fait, moi, je vais pas aujourd'hui vous dire, je connais le président comme non. Mais le peu que j'ai vu de l'homme, c'est quelqu'un de congénitalement libre d'esprit et de très démocrate. Accepte-t-il la voie contraire? Il y a Gloria Senga portée disparue avec de ses collègues. Mais il faut quitter cette mentalité, cher Jean-Pierre. Le problème ici, c'est que il ne faudrait pas que l'on mette sur la tête du président les actions des membres du gouvernement. On a tout mis sur Kabila. Oui, mais on ne va pas continuer comme ça, cher Jean-Pierre. Sinon, l'État ne fonctionnera jamais. Si on l'a fait pour les uns, continuez à le faire pour les autres. Alors, mais donc ça, il faut dire que ça sera fini. Mais à la fin, c'est le président qui est élu, qui a pour circonscription électorale le territoire national. Mais non, c'est pourquoi quand on vous demande, hein, c'est une réflexion. C'est ainsi qu'on vous demande. Bon, dans ces cas, changeons la Constitution. Devenons un État, ayant un système, alors à la limite, présidentiel. Comme ça, vous reposerez sur le président toutes les erreurs des autres. Parce qu'on est dans un système où le Premier ministre a la responsabilité de l'échec ou de la réussite du programme. Maintenant, on met ça sur la tête du président. Donc, c'est pour dire que schématiquement, dans nos cerveaux, nous sommes dans un État, dans un système présidentiel. Mais quand ça ne marche pas, le président ne dit pas lui-même que c'est la faute est à son gouvernement. Il dit tantôt c'est tel ou tel autre. Mais c'est ça la contradiction, cher Jean-Pierre. Lorsque le chef de l'État se met à répéter, à dire, oh, il se plaint. Quand il s'était, oh non, il devait le dire. Mais il faut qu'il fasse quoi? À la limite, on sait plus ce qu'on veut. Donc, le problème, c'est que dans la tête du Congolais, et ça, ce n'est même pas vous, cher Jean-Pierre, c'est tous les Congolais. Même quand une petite rigole est bouchée, tu sais qu'il dit Marambo, non. On ne comprend pas ici que la compétence est d'attribution. Et on ne comprend pas ici le système dans lequel on évolue. Donc, dans les raisonnements, dans l'imaginaire collectif... À la fin, c'est lui qui répond. Dans le raisonnement collectif et dans l'imaginaire collectif, on est déjà dans un système présidentiel. Mais dans la pratique de tous les jours, on est dans un système semi-présidentiel. Donc, je pense simplement que, comme je disais là, je n'ai jamais été influencé par qui que ce soit, mais si j'étais journaliste, comme vous posez la question aujourd'hui, si j'étais journaliste, encore journaliste, j'allais faire la même chose. Critiquer férocement Félix Tshisekedi. Pas lui, non, le régime, oui. J'ai jamais critiqué M. Kabila lui-même. J'ai critiqué le régime de M. Kabila. Oui, même je continue à l'appeler M. Kabila.
Donc je critiquerai toujours le système. Et j'ai toujours critiqué le système. Mais seulement moi, je n'invente pas, je ne suis pas derrière le buzz. Je n'invente pas de choses. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Donc il faut quand même qu'on arrive à atteindre ce niveau-là, sinon ça va être très 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 compliqué. Aujourd'hui, il faut le rappeler quand même dans la presse, ou sinon la liberté que l'on a grandit tous les jours. Ça fait quand même 5 ans qu'il n'y a jamais eu coupure d'Internet. 5 ans. Après tout ce qu'il y a. 5 ans. Et là, nous sommes à la 6e année. Aucune coupure. Pendant la période électorale, aucune coupure. Mais nous connaissons tous dans quel état on a vécu quand, à un moment donné, où on coupait Internet 2, 3 fois, 4 fois comme ça. Donc le problème ici, c'est que nous devons consolider, d'accord, cette démocratie. Nous devons consolider la liberté d'expression et la liberté de la presse. Je reviens encore, cher Jean-Pierre, la liberté d'expression n'est pas un cadeau que les politiciens font aux journalistes. C'est un droit. Oui. Un droit inaliénable. On ne peut pas l'aliéner. Et nous, le CESAC, nous ne pouvons pas permettre que votre droit soit aliéné. Ça, je ne le ferai pas. Je me battrai jusqu'à la fin pour que vos droits des journalistes soient respectés. Pour qu'aucun journaliste ne soit poursuivi, arrêté, puisqu'il a fait correctement son travail. Ici, le mot-clé, c'est correctement. Correctement son travail. Mais lorsque le journaliste devient militant, lorsque ça devient du militantisme, parce qu'aujourd'hui, à un moment donné, on ne sait plus faire la différence entre les propos d'un journaliste et les propos d'un membre de parti. Parfois, ça se mélange. Et il faut recadrer ces choses-là. Il faut recadrer. Tous les week-ends, on attendait le gouvernement qui n'est toujours pas arrivé. L'attente devient quand même très longue, Monsieur le Président. Bon, je pense que le président est mieux placé et le Premier ministre, certainement. C'est toujours la Constitution là qui bloque. Il faut passer au régime présidentiel comme ça. Ça prendra moins de temps. Non, là vous déplacez mes propos. Mais aussi, ce que vous dites n'est pas faux, cher Jean-Pierre. Je le dis parce que je le dis pas en tant que président d'une institution d'appel à la démocratie, je le dis en tant que chercheur, je le dis en tant qu'enseignant. Je le dis que le système présidentiel aurait facilité beaucoup de choses. Ça c'est sûr, beaucoup de choses. Et j'ai des émissions que j'ai eu à tourner sur la 4e République. J'ai eu des émissions sur le changement de la Constitution qui sont encore sur Internet. Avant, auriez-vous souhaité que l'on change de Constitution? Je l'ai demandé plusieurs fois, j'ai même écrit sur ça. Et ma thèse porte sur ça. Parce qu'on va dire, on fait ça parce que le seul bénéfice du changement de la Constitution, c'est d'accorder une présidence à vie à Félix Tshisekedi. C'est ce que dit l'opposition. Oui, je comprends, mais vous savez, moi, si nous restons scientifiques, vous allez vous rendre compte que déjà au départ, cette Constitution, il y a des gens qui n'en voulaient pas déjà, parce que c'était, à la limite, on ne sait pas si c'était vraiment un plébiscite constituant ou on était dans une sorte de convention, c'était un pacte, c'était un octroi, bien bref, on était dans tout ça en fait, dans cette constitution. Mais après, ça reste des termes, ça reste notre constitution. Mais personnellement, mon point de vue a toujours été le même. Et on est en face de ceux qui l'ont défendu hier, qui pensaient qu'on ne pouvait pas toucher, changer ne serait-ce qu'une phrase. Oui, on aura du mal à évoluer si nous continuons à regarder parce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont fait. Moi, je ne suis pas dans ceux qui ont dit, je ne suis pas dans ceux qui ont bloqué. Je reste dans les faits. C'est tout simplement ça le problème. Et en tant que scientifique, d'ailleurs, je vous informe, ma thèse porte sur ça, en fait, sur les nouvelles constitutions et les États émergents. C'est ça ma thèse, en fait. Et celui qui dirige ma thèse, c'est le professeur Essambo. Donc c'est lui, avec lui qu'on travaille sur la question. J'estime humblement que nous devons repenser l'État au Congo. Une refonte, je ne parle pas d'une réforme, je parle d'une refonte et que nous devons le faire, et que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau de l'État, mais la plus grande refonte, elle sera celle de l'homme. Il faut repenser l'homme congolais, il faut repenser la pensée congolaise, il faut reconstruire l'homme. Parce que le véritable chantier n'est pas constitutionnel, je pense. Le véritable chantier n'est pas celui des routes, non. Le véritable chantier, il est humain. Il faut outiller le capital humain, il faut reconstruire, rebâtir, redéfinir les choses. Et puis, vous allez voir que les choses vont véritablement aller. Si l'homme congolais est reconfiguré, l'État va suivre directement. On a un problème d'homme. Oui, un véritable problème d'homme. On n'a pas de pensée,
On ne connaît pas notre pensée. Si nous arrivons à définir notre pensée, nous définirons l'homme, nous définirons la culture politique et on aura une âme politique. Ainsi, on pourra parler de l'État et les autres. Et ça, c'est un travail que je fais. Donc, ma thèse, je vais la soutenir et vous allez voir que, voilà, rien à voir. Mais quand j'entends les gens me dire, par exemple, non, M. Boussembe, en tant que président d'institution, vous ne pouvez pas parler de ça. Je dis, mais attendez, vous n'allez pas interdire à un scientifique, vous n'allez pas interdire à un citoyen congolais de donner un point de vue sur une question Vous dites déjà vous-même scientifique. que vous ne souhaitez pas rester dans l'ombre. Dans l'ombre, comment? Ne pas parler, ne pas donner son point de vue. Si, parce que, regardez, cher Jean-Pierre, nous faisons des conférences. Ouais. Alors, vous n'allez pas interdire, il n'y a aucune loi qui m'interdit de donner mon point de vue sur des questions scientifiques, pas sur des questions politiques, sur des questions scientifiques. Vous allez vous rendre compte que dans tout ce que vous me posez la question, je ne suis pas pour ou contre. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Je reste sur le fait. Je dis, si nous devons parler de la Constitution, il peut être changé. Elle peut être changée, la Constitution. Ad nutum, elle peut être changée, suivant le mécanisme constitutionnel. Ouais. Mais est-ce que nous devons refonder notre État? S'il faut le refonder, notre État. C'est même la quête permanente de la vie de tous les jours. Le vouloir changer. De ce côté de ces faits, il n'y a pas de pour et de contre. Donc on ne va pas m'attribuer à un camp. Moi, je le faisais avant ce débat. Mes émissions, j'ai rappelé mes émissions. Avant, je le faisais déjà. Et même à la RTGA, même, je le faisais. Oui. Souviens-toi, avant que même le président Tshisekedi n'arrive au pouvoir, à la RTGA, je parlais déjà de la réforme, je parlais déjà du changement de la Constitution. Et à l'époque, j'avais prélevé, je crois, 17 articles qu'il fallait qu'on change. Il y en a qui estiment qu'il n'y a pas d'opportunité, qu'il n'y a pas d'urgence. Le plus urgent aujourd'hui, c'est restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, donner à manger aux Congolais, payer les fonctionnaires et tout ce qui va. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, ce sont des raisons importantes, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est que qui est le juge de l'opportunité? C'est peut-être ça la question qu'on doit poser. Qui est le juge de l'opportunité? Et à cette question, on ne vous répondra pas. Et en tant que scientifique, vous-même êtes-vous déçu par certaines promesses du président, certains engagements pris? Lisez-vous l'exaspération populaire, comme cette Kikuni et Loubaya l'ont dit ce matin? L'État est en danger. Bon, ce qui est sûr, le terme de l'État est en danger, je l'ai entendu depuis que je suis né, j'entendais ça depuis longtemps. Depuis 1960, l'État est toujours en danger. Et les Français disent aussi chez eux que l'État est en danger depuis que Macron est là. L'Amérique dit que l'État est en danger depuis que Poutine est là. Si vous écoutez les opposants russes, ils diront que l'État est en danger depuis que Russie est là. Si vous écoutez les opposants chinois à la diaspora, ils disent que la Chine va mal, l'État est en danger. J'étais même surpris d'entendre les opposants arabes, ce qu'on appelle les progressistes, dire que l'État arabe est en danger. J'ai dit, finalement, le danger se trouve où? À la limite, je ne suis pas étonné qu'au Congo, qu'on le dise. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Quand on dit qu'on n'a pas d'eau, qu'on n'a pas d'électricité, surchauffe sur le marché, transport catastrophique, rien ne va. Est-ce que là, on exagère? L'exagération, tout dépend du temps, tout dépend de prismes que l'on essaie de voir, avec lesquels on essaie de voir les choses. Parce que le système de transport que nous avons au Congo, a-t-il été bien depuis quand? Quand est-ce que c'était bien? Parce qu'on ne peut pas juger la détérioration de quelque chose sans partir de la base. C'était bien quand? On va me dire que c'était bien à l'époque de Mobutu. C'était pour quelle population? C'était quoi le plan que l'on avait fait de la démographie au Congo? Quel est le plan que l'on a fait de la gouvernance de la démographie, des infrastructures, ainsi de suite? Le problème, ça va rester un problème systémique, sinon un problème fondamental qui reste celui du plan. Quel est le plan? Quelle est la pensée que nous avons de notre vie, de notre pays? Parce que le système de transport, quel est le modèle de transport que nous voulons avoir dans notre pays? Quel est le modèle de l'habitat que l'on veut avoir dans notre pays? Quel est le modèle de gouvernance qu'on veut avoir? Et depuis quand on l'a mis en place? C'est ça des questions fondamentales. Moi, j'invite les Congolais d'aller un peu plus loin. Parce que le problème, c'est quand on réfléchit, c'est Tshisekedi. Quand on réfléchit, c'est Kabila. Quand on réfléchit, c'est les hommes. En fait, allons au-delà des hommes pour voir les principes. Est-ce qu'il n'est pas important de repenser l'État congolais dans son ensemble, dans sa manière d'être géré depuis 1960? Est-ce que nous avons répondu aux bonnes questions? Quelle est la politique de l'électricité que nous avons depuis 1960? Quelle est la politique de l'eau que nous avons depuis 1960? Ce n'est pas des questions de dire non, tel n'a pas fait. Non, mais il ne revient pas au peuple de réfléchir sur tout ça. C'est aux dirigeants de réfléchir et de trouver des solutions. Mais justement, c'est aux dirigeants que je pose la question. Okay. Quel est notre plan?
Parce qu'il faudrait qu'on ait un plan. Il faudrait qu'on arrête de croire qu'un président qui arrive, il vient recommencer. On ne sera pas un éternel C'est commencement. l'illusion qu'on a donnée. Non, ce n'est pas l'illusion que l'on a donnée. On peut avoir les envies, on peut avoir les idées, on peut avoir le projet. Mais la question fondamentale reste de savoir si vous ne réglez pas les principes, la pratique ne changera jamais. Est-ce qu'on détourne beaucoup plus qu'avant? Je n'ai pas l'évaluation parce que on vit dans deux époques. On vit dans l'époque de la transparence et tout ce qui est fait peut être dit. Alors qu'il y a longtemps, on sait quand même, oui, on dit. Il y a longtemps, on était dans un... Ils sont accusés de détournement, mais ils ne sont pas non plus inquiétés. Vous ne comparez pas lorsque vous êtes dans l'omerta et lorsque vous êtes dans la transparence. Il est possible que dans la transparence, que les gens disent des choses parce que bon, c'est dans la transparence. Mais quand c'est l'omerta, on risque de croire qu'il n'y a rien fait. Alors mais ce qui intéresse, c'est que dans cette transparence, on fait quoi de ceux qui sont accusés de détournement? Peut-être que c'est une autre question. Encore que la rue ne doit pas diriger. Ce n'est pas la rue qui dirige. Il y a souvent des rapports documentés de l'IGF qui finissent dans les tiroirs. Alors, ce qui est vrai, ça c'est sûr, l'IGF fait un travail extrêmement formidable, mais encore qu'il faut les étudier les uns après les autres. Je crois qu'il fait un travail déjà très bien, mais je suis convaincu que les choses vont finalement... les choses iront... Quand vous voyez l'affaire dite de forage et lampadaire, tous les boucans qu'on a fait, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, comme je vous dis, je n'ai aucun commentaire sur la question. J'observe en tant que régulateur cette question, et étant donné que cette question a finalement alimenté l'opinion pendant une certaine période, je n'ai pas de commentaire sur la question. Il faut aller jusqu'au bout de la logique, instruire l'affaire, le ministre doit répondre des faits lui imputés. En tout cas, je pense que nous, au niveau de la régulation, nous regardons comme tout le monde. On n'a pas un mot à placer sur cette question. Pourquoi? Parce que la justice est déjà saisie. Et c'est ainsi qu'on avait fait même un communiqué demandant aux journalistes de s'abstenir de commenter une affaire déjà en justice, sinon on va orienter le cours des choses. Moi, je crois que je fais confiance en la justice. Je pense que la justice va faire son travail et nous, on est là en train d'observer. Donc, il n'y a pas je n'ai pas de commentaire sur la question, une question spécifique comme ça. Votre mandat s'achève en 2026? Je pense 4 ans. 4 ans. Ouais. Vous avez l'intention de rempiler? Je suis le délégué du président de la République. Et si le chef de l'État renouvelle sa confiance, je pourrais le faire. Mais il faut que je sois porté par un organe comme la loi le veut. Et je ne sais pas les ambitions de celui qui viendra après le chef de l'État. Mais si jamais en 2026, le chef de l'État renouvelle sa confiance, c'est lui qui voit. Alors là, il faut tout faire pour mériter sa confiance? Oui. La seule manière de faire pour mériter la confiance du chef, c'est de travailler convenablement. Pas amuser là ceux qui sont contre lui. Pas du tout, c'est de travailler convenablement, c'est de faire en sorte que la presse soit libre, parce que lui-même, le chef de l'État, veut d'une presse libre et veut d'une presse salubre. Donc mon travail consiste à rendre la presse salubre, ça veut dire à extirper les mauvaises herbes, si vous voulez, si je peux le dire, et à assainir ce milieu pour que lorsque Jean-Pierre Kayembe vient allumer sa caméra, qu'il soit le plus responsable que possible, qu'il ne s'attaque pas aux gens, qu'il ne s'attaque pas à la famille des gens, qu'il ne détruise pas les gens et qu'il ne jette pas le discrédit dans l'armée, dans la police et dans nos forces armées. Et ça, c'est le plus important. Et si une fois que vous le faites, moi, ça m'arrange. Je suis très content parce que, vous voyez, par exemple, la période électorale, comment les choses se sont passées pendant la période électorale. Il n'y a pas eu guerre civile, les choses se sont passées plus ou moins bien. Et moi, je suis très content par rapport à cela. Vous avez menacé les médias pendant qu'au Sénégal, ce sont les médias qui ont annoncé les premières tendances. Oui, mais c'est ce qu'on dit aux gens. Vous pouvez... C'est pas parce que le Sénégal a fait que nous devons le faire. Nous, on a des lois. Nous avons des lois. Et nous avons, comment on appelle ça, nous avons notre manière à nous de faire les choses. Oui. Et nous n'avons pas interdit aux médias de commenter sur les élections. Nous avons seulement demandé aux médias de ne pas se substituer aux institutions. Ils donnaient, vous dites, des tendances, mais pas des résultats définitifs. C'était des tendances, ici on ne vous a pas refusé. De toute façon, on l'a fait. Top Congo l'a fait. Donner déjà des tendances. On ne l'a pas refusé. Je connais des médias qui l'ont fait. Il n'y a pas eu de problème. Mais le mal, c'est de se dire, tel a gagné avec autant. Ah non. Ça aussi, aucun média ne l'a dit. Ce n'est pas à vous de le dire. Et aucun média ne l'a dit parce que les médias ont compris. Ils ont suivi la directive. Et c'est ce que je dis. Moi, je félicite beaucoup. Vous savez, cher Jean-Pierre, ne regardez pas 2-3 journalistes fâchés ou non. Le Congo a un compte plusieurs.
La dernière fois que je posais la question, j'en riais encore, on parlait de 17 000. On parle même de plus d'ailleurs. Journalistes Oui. sur l'ensemble du territoire. Ils sont nombreux. Mais ces journalistes-là ne se plaignent jamais des choses. Ils sont plutôt bien. Et vous, on a souvent tendance à regarder 2, 3 journalistes qui sont fâchés ou 4 journalistes, mais vous oubliez les autres qui sont plutôt, nombreux et qui sont contents du travail qu'on fait. Et par là, je tire un chapeau, mon chapeau aux journalistes de l'Est de la République. Mais j'ai jamais vu de patriotes comme ces gens. Ils travaillent dans des conditions les plus difficiles, cher Jean-Pierre. Mais ils sont d'une responsabilité exemplaire. Ceux de l'Est de la République, les journalistes de là, mais non. Regardez la manière dont ils traitent les informations de la guerre. Oui. En toute responsabilité. Mais c'est fabuleux de voir ça. Mais ici, chez nous, malheureusement, à Kin, ce n'est pas le cas. Certains, encore une fois, certains journalistes se sont donné même le droit de donner la parole aux rebelles. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et vous avez dit, pour parler de l'Est, de la sécurité, il faut avoir un expert sur le plateau. Bien sûr que oui, parce que quand vous voulez parler du CESAC, vous m'avez invité moi, le président du CESAC. Pourquoi vous n'avez pas invité un professeur de l'IFASIC pour parler du CESAC? Vous m'avez invité moi parce que vous pensez que j'ai la certitude, j'ai la licence de parler de ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on devra parler de l'insécurité là-bas, de ce qui se passe, il faut absolument avoir un expert militaire, un policier. Un expert militaire, un policier ou un expert en stratégie de ces choses-là. C'est pour garantir votre information, cher Il ne Jean-Pierre. court pas les rues aussi, c'est ça le problème. Mais le travail des journalistes, c'est aussi ça, cher Jean-Pierre. Regardez comment les journalistes français font les émissions sur la Russie. Ils ont toujours des experts sur le plateau. Ils se rassurent d'avoir toujours des experts. Mais pourquoi chez nous, vous invitez des hommes que vous appelez analystes politiques? Ils n'ont même pas un diplôme. Ils n'ont même pas un diplôme. Ils n'ont même pas la maîtrise de leur propre vie. Et c'est eux que vous dites analystes politiques. Parce que dans sa bouche, il va insulter Mbosso, il va insulter Tshisekedi, il va insulter Kabila, il va insulter Fayoulou, il va insulter le cardinal. Et ça, vous appelez ça des analystes politiques? Ça ne va pas, cher Jean-Pierre. Il y a des choses qu'il faut qu'on change quand même dans ce pays. Lorsque vous voulez parler de la médecine, vous appelez des médecins. Lorsque vous voulez parler de l'ingénierie, vous appelez des ingénieurs. Mais pourquoi lorsqu'il faut parler de l'armée, lorsqu'il faut parler de la sécurité, vous appelez vos hommes qui font les fanfarons, excusez-moi de le dire quand même, qui sont analystes politiques? Non mais attendez, ici on se moque des gens quand même. Qui est analyste politique au Congo maintenant? Regardez quand on vous présente un analyste politique en France, aux États-Unis. Pour la plupart des cas, c'est un scientifique. Ça doit être un médecin, ça doit être un avocat, quelqu'un de Sciences Po, quelqu'un qui a fait des études sur une question. Mais vous, les analystes politiques, ils sont tout, cher Jean-Pierre. Ils parlent armée, ils parlent santé, ils parlent même Covid. J'ai vu même des analystes politiques discuter de la véracité du vaccin. Mais à un moment donné, on doit quand même s'arrêter. Ils parlent de tout. Si vous lui reposez la question du cardinal Ambongo, il donne un point de vue. Des docteurs Mouyembe, il donne un point de vue. Mais finalement, même si vous étiez des génies et des savants, abstenez-vous de certains sujets, faites appel aux experts. C'est tout simplement ce que nous demandons. Monsieur le Président, voilà. Ouais, on va rendre l'antenne bientôt. Une semaine après le coup d'État raté, pas de grandes annonces, pas de sanctions. Les gens sont quand même inquiets. Certains se posent la question si effectivement il s'agissait d'un vrai coup d'État. La sécurité, elle est importante. Et le coup d'État, scientifiquement, ne se définit pas comme ça. Pour avoir le coup d'État, un coup d'État, comme la science le veut, il faut qu'il y ait de la présence des militaires à l'interne, de l'armée régulière, qui font défection. Et puis, il faut soit ce qu'on appelle un coup d'État militaire, ou un coup d'État, ça veut dire des politiciens qui sont derrière, qui prennent le pouvoir. Si c'est juste les militaires au sein de l'armée régulière, il n'y a que eux. On parle alors en ce moment-là d'un putsch, qui est un terme plutôt allemand. Ouais. Mais ce qu'on a vu, ce n'est pas un coup d'État. C'est une tentative de renversement du pouvoir ou des institutions. Mais c'est tout à fait normal que cela inquiète les gens. Mais moi, personnellement, j'apprécie la manière dont on a mis terme à cette histoire de la plus belle manière, sans qu'il y ait de problème, au moins des quiétudes nationales. Regardez, le même jour, il y a eu un concert. Et le concert a joué dans de très bonnes conditions. C'était un message important pour dire aux gens, écoutez, le pouvoir n'est pas inquiété. Et ça, c'était une très bonne chose, je pense. Mais en même temps... Après, on attendait de grandes annonces parce que l'État, il y avait quand même, vous parlez d'une tentative de déstabilisation des institutions. Oui. On attendait de grandes annonces, des sanctions possibles. Rien jusque-là. Oui, mais c'est que... On estime que ceux qui sont là ont bien fait leur boulot. Non, mais l'État n'est pas réactionnaire, cher frère.
L'État n'est pas réactionnaire. L'État, c'est une personne morale la plus pensante. L'État, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il réfléchit. Il ne réagit pas comme ça. Peut-être que les études sont en train d'être menées, les enquêtes sont en train de se poursuivre et les sanctions tomberont. C'est pas parce qu'il y a un coup d'État aujourd'hui que les gens tombent demain. Non, sinon on va réagir, on va réagir. L'État ne réagit pas comme ça. L'État pense son action. Avez-vous autre chose à dire qu'on n'a pas pu épingler ici? Bon, c'est le moment que je pense qu'on a passé tout et vous m'avez fait d'ailleurs dire des choses ici. Je pense simplement que nous devons aimer notre pays et nous devons faire confiance à notre régulation. Le CESAC est là pour protéger les intérêts de la presse. Et les journalistes ne seront jamais inquiétés tant que nous serons là. Seulement, nous demandons aux journalistes de faire correctement leur travail. Nous demandons aux journalistes de respecter la déontologie, de respecter l'éthique et de respecter plus ou moins les fondamentaux. Mais après, les restes, ça va de soi. Donc, qu'ils continuent à nous faire confiance, quand on ne connaît pas une information, qu'on nous pose la question. Mais je voudrais insister sur la journée du 12. Ouais. C'est une journée importante pour nous, c'est une retraite importante. Donc, les TikTokers, les influenceurs, nous n'aurons que 50 malheureusement. On aurait bien voulu avoir plus, mais les moyens nous manquent. On n'aura que 50 influenceurs, on aura 50 journalistes. Qui vivent au pays. Oui, qui vivent au pays. Bien sûr. Ça sera la première retraite probablement. Peut-être que quand on aura plus de moyens, on fera la deuxième fois. Mais donc voilà un peu dans ces conditions-là. Ça sera le 12. Et je vous invite, cher Jean-Pierre, une invitation formelle. Vous pouvez informer aux autres journalistes. Je n'ai pas envie de vous provoquer pour dire de votre obédience. Je n'ai pas envie de dire ça. Mais des journalistes. On aimerait bien voir Israël Mutombo, Peter Tiani, Patrick Lokala et d'autres. Ils sont tous invités. S'ils voudront. Vous parlez de 50 personnes, c'est limité. Il faudrait qu'ils aient leur carton d'invitation. Oui, on va le faire. Ne vous en faites pas, on le fera. On le fera d'abord pour les organes, parce qu'il faut d'abord respecter cela. Nous, on n'a pas vraiment de lien direct avec des journalistes, c'est plutôt les organes de médias à qui on va adresser cette invitation. Peut-être que vous allez peut-être envoyer une personne ou deux, peut-être que RTGA enverra deux, peut-être que, voilà, jusqu'à ce qu'on atteindra ces 50-là. Mais la grande question, c'est ceux qui sont en province. On est en train de réfléchir comment on va faire pour trouver ces consensus-là. Mais en tout cas, c'est juste un petit échantillon. Ce serait important de faire déplacer même une personne à Lubumbashi, une autre, ou dans les provinces limites. Je pense qu'on est en train de réfléchir dessus pour voir comment on va faire. Mais sinon, en tout cas, le but, c'est de vous avoir tous. Et moi, je serais très heureux de vous voir, vous, et de voir les autres. Mais de toute façon, je vous enverrai les invitations et je les partagerai aux médias. Ils les partageront et ils viendront. De toute façon, il faut qu'on arrive à taire nos clivages, qu'on arrive à taire nos divergences pour qu'on fasse résonner la profession. Merci bien, Président. Je vous en prie. Merci à vous pour le temps que vous avez pris à nous regarder, on espère bien avec délectation. On se retrouve demain pour un autre programme. Continuez, faites les extraits comme vous le faites si bien, mettez partout où vous voulez, TikTok, Facebook, X, partout. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, du Congo aussi. Bonsoir.